Lors de Thanksgiving, ma sœur a découvert que je possédais 12 millions de dollars, et toute ma famille s'est immédiatement mise à réclamer leur part, prétextant qu'ils en étaient bien plus dignes que moi. Bonjour à tous, avant de me lancer dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de votre coup de pouce. On a remarqué que la chaîne ralentit un peu, alors s'abonner, c'est ce qui nous aide le plus. C'est simple, gratuit, et ça nous permet de continuer à vous proposer du contenu sympa. Votre soutien fait toute la différence, alors un grand merci si vous nous aidez à faire grandir la chaîne. Bref, entrons dans le vif du sujet. J'interviens ici sous anonymat, pour des raisons évidentes, et certains détails ont été modifiés par souci de discrétion. Moi, c'est Sarah, j'ai 38 ans, et j'ai besoin de vider mon sac. Vous voyez, ces familles où il y a l'enfant parfait, intouchable, et l'autre, à qui on ne fait jamais attention, eh bien, bienvenue dans mon quotidien. Jusqu'à mes 8 ans, tout était normal chez nous. Fille unique, des parents pas vraiment démonstratifs mais présents, ma mère m'aidait pour les devoirs, mon père m'emmenait de temps à autre à la pêche au lac Sainte-Claire. On n'était pas non plus la famille idéale, mais ça roulait. Puis il y a eu cette nuit qui a tout changé. Ma tante Kelly a débarqué à 2h du matin pour me dire de préparer un sac. Maman était à l'hôpital. Ma sœur Rachel allait arriver, mais rien ne s'est passé comme prévu. Elle devait naître 2 mois plus tard seulement. Les semaines suivantes ont été rythmées par les allers-retours à l'hôpital et les discussions à voix basse d'adultes. Rachel était toute minuscule. On aurait dit une poupée reliée à des tuyaux. On m'avait interdit de la toucher, même de trop m'approcher. C'est ce moment-là que j'ai senti pour la première fois cette barrière invisible entre ma famille et moi. Quand Rachel est enfin rentrée à la maison, notre vie a viré à la bulle stérile. Ma mère est devenue obsédée par les microbes, la maison était nettoyée jusque dans les moindres coins, du gel hydroalcoolique partout. L'odeur de javel me hérisse encore aujourd'hui. Ce qui m'a surtout marqué, c'est qu'au moindre signe de rhume chez moi, c'était direction chez Mamie Marie ou Tante Kelly. Ni une ni deux. Un petit éternuement, sac à préparer. Une toux, on me déposait ailleurs. Au début, ça me faisait presque rire. Biscuits fait maison chez Mamie, heures passées à fouiller la bibliothèque de Nancy Drew de Tante Kelly, j'étais contente. Mais on n'est pas bête. À force, on comprend. On te met à l'écart parce qu'on a peur de toi, comme si tu étais une menace permanente pour la petite préférée. J'ai tout tenté pour attirer leur attention, sans jamais faire de vagues. J'avais des A partout, mais maman ne levait même pas les yeux de ses notes sur Rachel. J'ai gagné le premier prix à la foire scientifique avec mon projet sur l'énergie renouvelable, et papa m'a juste soufflé de ranger mon panneau au garage, car la poussière pouvait gêner Rachel. Qui est vraiment allergique au carton d'ailleurs? L'apogée, c'est le soir de mes 12 ans. Pendant des mois, j'ai travaillé en secret pour jouer Bridge Over Troubled Water au piano lors du spectacle de l'école. Oui, facile comme image. Et le jour J, Rachel a eu 37,3 de fièvre. Sans surprise, j'ai joué devant une salle vide. 2 semaines plus tard, toute la famille, 2 paires de grands-parents incluses, était là pour la prestation de flûte de Rachel, qui a traîné sur Au clair de la lune pendant 15 minutes. Très vite, Rachel a compris comment profiter de la situation. Mal de tête? Pas d'école. Fatiguée? Quelqu'un, devinez qui, faisait ses corvées à sa place. Contrôle? Maman appelait le collège pour tout repousser. De mon côté, je me suis de plus en plus réfugiée dans ma chambre, plongée dans les livres d'histoire de l'art et d'antiquité. Le hasard fait bien les choses parfois. Ma chambre est devenue mon cocon, parce que Rachel disait être allergique à mon désodorisant lavande, c'était le seul endroit où elle ne mettait pas les pieds. Vous voulez savoir le pire? Quand elle simulait une maladie, je me sentais soulagée. Au moins, j'allais chez Mamie Marie, qui posait des questions sur ma journée et s'intéressait à moi. C'est elle qui m'a transmis la passion des bijoux anciens. Elle me laissait fouiller et répertorier sa collection. Avec du recul, j'aurais dû voir venir certaines choses. Ce n'était même pas tant le favoritisme qui me blessait, c'était surtout la façon dont ils réécrivaient l'histoire pour excuser leur choix. Rachel a besoin de plus d'attention. Elle a eu un mauvais départ dans la vie. Sarah, elle, est tellement indépendante. Sarah comprend les besoins particuliers de sa sœur. Eh bien non, je ne comprenais pas. J'étais juste une gamine paumée, incapable de saisir pourquoi être en bonne santé me rendait moins digne d'attention. Aujourd'hui, je prends conscience à quel point ça m'a marqué. À force de te faire sentir indésirable, on abîme quelque chose en toi. Mais bon, au moins, j'ai appris à me débrouiller seule. Quand personne ne surveille tes devoirs, ni ne se soucie de tes réussites, tu deviens toi-même ta meilleure supportrice. Le lycée, tout le monde trouve ça génial ou horrible. Moi, j'y ai vu la porte de sortie. Pendant que Rachel développait ses talents d'actrice au collège, moi je préparais discrètement mon évasion. Croyez-moi, rien ne motive plus que de savoir que personne ne va te prendre par la main. Passer des heures à trier les bijoux chez Mamie m'a fait comprendre l'importance de l'organisation et du sens du détail. Arrivée au lycée, j'ai gardé cette rigueur. Mon bureau ressemblait à un stand de papeterie, des notes de couleur, des plannings à la minute près, chaque chose à sa place. Rachel se moquait, m'appelait Rain Man. Charmant comme surnom, merci la frangine. Mais mine de rien, être invisible, ça a ses avantages. Ni remarques sur tes ratés, ni pression lors de tes victoires. Du coup, autant faire ce qui me plaisait. J'ai intégré tous les clubs tant que ça n'empiétait pas sur mon job à mi-temps chez Carson's Dinner. Merci à Carole, la patronne, d'avoir pensé à mon anniv alors que mes propres parents oublient parfois. Club de débat? Check. Présidente de la Société d'honneur nationale? Check. Rédactrice en chef du journal du lycée? Coche. C'est vraiment grâce au club de débat que j'ai pu prendre confiance en moi et affirmer mes opinions.
Rien n'est plus satisfaisant que de démonter, avec calme, l'argumentaire de quelqu'un face à toi. C'est aussi là que j'ai appris à négocier, et je n'aurais jamais cru que ça me servirait autant plus tard. J'ai remporté 2 fois les régionaux de débat, mais, évidemment, Rachel avait toujours un match crucial de foot au même moment, donc mes parents ne pouvaient pas être partout. Pourtant, elle était à peine sur la liste de l'équipe C et restait sur le banc. Le vrai déclic, c'était en première, où tout a pris un tournant inattendu. J'ai passé le SAT et j'ai obtenu 1600, la note maximale. C'est rare, moins de 1% des candidats y arrivent. Je suis restée bêtement devant l'écran à fixer le résultat, persuadée qu'il y avait une erreur, avant de courir l'annoncer à mes parents. Oui, un peu naïf, j'en conviens. Ma mère aidait Rachel sur ses devoirs d'anglais dans la cuisine, et ça donnait un truc du genre « Maman, regarde, j'ai eu un score parfait au SAT. » Oui, c'est bien ma chérie, mais évite de crier s'il te plaît. Rachel doit se concentrer. Elle a interrogation importante demain. Rachel, tu laisses, s'il te plaît. Oui, il y en a qui doivent bosser, mademoiselle parfaite, a soufflé Rachel, légèrement agacée. T'en fais pas, ma puce. Tu apprends différemment, c'est tout, lui a répondu maman. J'ai encore la feuille de score au fond d'un tiroir, mais elle n'a jamais eu droit à une place sur le frigo. Le bulletin de Rachel avec son C+ en anglais, en revanche, lui, il a eu droit à l'emplacement d'honneur. Avec le joli aimant, on est si fiers de toi. Parlons des inscriptions à la fac. Franchement, tout le processus était rocambolesque. J'ai postulé seule à 15 universités, sans en toucher un mot à personne, rédigé tous mes essais, récupéré mes lettres de recommandation, me suis débrouillée pour l'aide financière, tout toute seule. Monsieur Chen, le conseiller d'orientation, a vraiment été d'un soutien précieux. Mes parents, eux, étaient accaparés ailleurs. Alors chaque jour, je restais à la fin des cours pour avancer les dossiers. Et puis, un beau jour, les réponses commencent à tomber. Harvard, Yale, Princeton, Michigan, à chaque fois avec une proposition de bourse. Tout ça est resté sous clé dans une boîte sous mon lit, parce que je savais très bien ce qui arriverait si Rachel l'apprenait, elle attirerait toute l'attention sur elle, genre « Mais si Sarah s'en va à Harvard, je vais être toute seule. » Tu vois le genre. Le jour où j'ai reçu l'offre de bourse complète du Michigan, ce qui a été fêté à la maison, c'était l'entrée de Rachel dans l'équipe junior de Pom Pom Girls. Résultat, grand dîner de famille pour elle, et moi, j'ai mangé mon bol de macaroni au fromage, réchauffé au micro-ondes, dans ma chambre, pendant que tout le monde était à l'Olive Garden. Et tu sais quoi? Cette bourse, c'était ma voie de sortie. Les frais couverts, la chambre, la cantine, même une enveloppe pour acheter les livres. Enfin, une chance de partir, de quitter cette maison où j'étais soit transparente, soit de trop. Le jour où j'ai reçu l'enveloppe d'admission, je suis allée m'asseoir dans mon coin préféré tout en haut de la bibliothèque municipale, à côté de la fenêtre qui donne sur le parc. J'ai pleuré 1 heure, mais de soulagement. Le soir, au dîner, j'annonce tout fièrement, je pars à l'université du Michigan. Euphorie mesurée à table. Mon père s'inquiète. Michigan? Mais c'est loin. Et si Rachel a besoin de toi? Et ma mère d'ajouter, tu ne crois quand même pas qu'on va pouvoir t'aider financièrement, hein? Les compétitions de Rachel coûtent déjà une fortune. Rachel pleure. Oh bah, enfin, je peux avoir ta chambre? Il me faut plus de place pour filmer mes TikTok, ricane-t-elle. L'été avant la fac, j'ai accumulé les doubles shifts au Carson's Diner pour mettre de côté. Carole, une perle, glissait toujours un pourboire en plus, s'arrangeait pour que je reparte avec les parts de tarte invendues, et m'a surtout appris à repérer les gens sincères dans un monde rempli de fausses apparences. Ma grande, disait-elle, que ce soit au resto ou dans la vie, ceux qui parlent le plus fort sont rarement ceux qui ont le plus à dire. Au moment du déménagement à l'université du Michigan, mes parents n'étaient pas là. Évidemment, Rachel avait encore une compétition de Pom Pom Girls. C'est tante Kelly qui m'a emmenée, a installé ma petite chambre avec moi et a glissé discrètement une enveloppe de 500 € dans mes affaires. C'est de la part de ta grand-mère, Marie. Elle est fière de toi, plus que tu ne peux l'imaginer. Ce n'est que bien plus tard que j'ai su que mamie économisait un petit billet chaque mois, malgré sa maigre retraite. La première nuit dans ma chambre d'étudiante, je me suis promis de mener une vie tellement riche que personne ne pourrait plus m'ignorer. Pas pour me venger, pas pour le prouver à ma famille, mais pour la gamine de 8 ans qu'on collait allègrement chez mamie au moindre rhume. L'université, c'était l'aube d'une nouvelle époque. Les années ont filé, rythmées par les nuits blanches, les sachets de nouilles instantanés et une liberté grisante. J'ai fini major de promo, mais mes parents n'y ont pas vraiment prêté attention, absorbés comme toujours par les tribulations universitaires de Rachel, qui en était déjà à son 3e établissement en 2 ans. Mais c'est là qu'un événement imprévu est arrivé. J'ai décroché mon premier poste chez Everett & Phillips Auction House à Detroit. Bon, je tairai le vrai nom, tu comprends pourquoi, mais ceux du milieu voient de qui je parle. Grosse maison, clientèle fortunée, ambiance très vieille famille. J'ai commencé dans le département succession, à inventorier les biens que laissent derrière eux les grandes fortunes. Rien de très bling-bling, mais ça payait toutes les factures. J'ai fait mes débuts à servir le thé, à détailler les fauteuils anciens, la routine. Puis, la succession Kingston a débarqué. Madame Kingston, veuve sans descendance, avait a priori laissé des montagnes de bijoux fantaisie. Tu t'imagines la scène. Et c'est là que mes heures de tri dans les boîtes à bijoux de Mamie Marie se sont avérées précieuses. Je commence à fouiller, quand une broche art déco attire mon attention. Pas tape à l'œil, mais elle a quelque chose. Déjà le poids, pas du tout celui d'une breloque. Le fermoir trop finement travaillé pour être du toc. Du coup, j'ai passé ma pause déjeuner à fouiner sur les signatures des grands joailliers.
Le soir, je m'attardais au bureau pour profiter de l'accès à toutes les bases de données expertes de la boîte. Plus j'examinais le dossier, plus mes soupçons se confirmaient. Ce n'était pas une pacotille, mais bel et bien un authentique objet de collection. Sauf qu'évidemment, j'étais la petite nouvelle. Qui allait croire que j'étais tombée sur une pièce exceptionnelle? Alors, j'ai mis en pratique tout ce que les débats du club m'avaient appris. J'ai constitué un dossier en béton, peaufiné soir après soir et à chaque pause durant 2 semaines pour maîtriser sur le bout des doigts l'authentification des bijoux art déco. J'y ai même laissé mes dernières économies dans un module de gémologie en ligne. Finalement, j'ai pris mon courage à 2 mains pour aller voir mon patron, Monsieur Harrison. Je n'ai rien laissé au hasard. Comparatif visuel, archives, tout était passé au crible. Voici à peu près comment la discussion s'est déroulée. Monsieur, je pense qu'on tient quelque chose d'important dans la collection Kingston. Harrison, le nez vissé à son portable, a lâché. Sarah, tout ça a déjà été classé comme fantaisie. Je sais, mais regardez ces poinçons. Ce sont précisément ceux de Cartier en 1925. Harrison a enfin daigné relever les yeux. Où as-tu appris tout ça? Et moi, toute penaude. J'ai fait quelques recherches. Résultat, pour faire court, la pseudo-broche Fantasy s'est envolée à 47 000 $ lors de la vente. Il s'agissait en réalité d'une pièce rarissime, commandée par une grande famille européenne dans les années 20. Mais le vrai retournement de situation, c'est qu'à partir de cet épisode, Harrison m'a accordé toute sa confiance. Il m'a confié des expertises de plus en plus pointues. Soudain, ce passe-temps qui semblait n'intéresser que moi, à fouiner parmi les bijoux anciens, prenait tout son sens. Je me suis investie à fond dans l'apprentissage de la joaillerie vintage. Tous les modules en ligne que je pouvais financer y passaient. Je passais mes week-ends dans des ventes de succession à examiner des trésors. J'avais même un carnet où je notais chaque procédure d'authentification. Chez moi, c'était un vrai capharnaüm de spécialistes. Murs envahis de fiches sur les poinçons anciens, piles de catalogues et tableaux de certification à n'en plus finir. La maison de vente commençait d'ailleurs à profiter de mes découvertes. Je dénichais des pièces majeures qui avaient échappé aux autres, je nouais des contacts avec des collectionneurs, je me familiarisais petit à petit avec les rouages du milieu. Mes commissions augmentaient et, pour la première fois, j'arrivais à mettre un peu d'argent de côté au lieu de simplement survivre. La famille, elle, ne changeait pas, toujours détachée. Les dimanches, à table, j'avais beau persévérer, on me ressortait toujours les mêmes banalités. Maman, Sarah travaille toujours dans cette boutique d'antiquités, hein? Moi, en fait, c'est une maison de vente aux enchères. Je viens d'authentifier une pièce rare signée Tiffany. Et là, Rachel qui coupe net. Attendez, ça me fait penser, il faut que je vous montre le bracelet que j'ai déniché au centre commercial. Mais au fond, ça n'avait plus d'importance. Pour une fois, j'avais trouvé ma voie, quelque chose qui me ressemblait vraiment, loin du rôle de la sœur de Rachel ou de la ratée de la famille. Puis est arrivée la collection Rothschild. J'étais là depuis environ 2 ans quand la maison a décroché ce gigantesque inventaire venu d'une lignée aristocratique. Tout le monde en parlait dans le milieu. J'ai intégré l'équipe chargée du catalogage des bijoux, et c'est là que j'ai repéré une pièce, art nouveau que personne n'avait remarqué. 3 jours d'enquête, nuit à blanche comprise, il s'agissait d'un bijou appartenant à la collection privée d'un grand joaillier français, censé avoir disparu pendant la guerre. Quand la vente a atteint 238 000 $, Harrison m'a fait venir. J'imaginais déjà la promotion. Mais non, il m'a simplement dit une phrase qui allait tout bouleverser. « Sarah, tu gaspilles ton talent ici. Tu devrais créer ta propre entreprise d'authentification. » Au début, j'ai ri. Moi, lancer ma boîte? Avec quel fonds, franchement? Mais l'idée a fait son chemin. J'ai commencé à accepter quelques missions d'expertise en freelance, en parallèle. Rapidement, le bouche à oreille m'a apporté mes premiers vrais clients, des collectionneurs privés qui cherchaient un œil neuf. Un soir, entouré de mes bouquins et de mes outils accumulés au fil du temps, j'ai eu une révélation. C'était jouable. Alors j'ai fait ce que tout esprit raisonnable éviterait. J'ai hypothéqué ma voiture, vidé mon compte épargne et loué un minuscule bureau dans un quartier pas franchement glamour. Les gens disaient que j'étais folle, et ils n'avaient peut-être pas complètement tort. Mon local, c'était un ancien KGB au-dessus d'un resto chinois, à peine plus grand qu'une chambre étudiante, toujours imprégné d'odeur de poulet au curry, et où le Wi-Fi ne fonctionnait que collé à la fenêtre. Mais c'était chez moi. Les débuts, disons-le franchement, c'était l'angoisse totale. Je me réveillais à l'aube, trempée de sueur, à calculer combien de mois je pourrais tenir avant la faillite, les remboursements de prêts me collant une sacrée pression. Mon mobilier se résumait à une table pliante d'Emmaüs et une chaise ramassée sur le trottoir, mais propre, je vous rassure. Dans le monde du bijou de luxe, tout repose sur la réputation et les contacts, et fort heureusement, mon passage en maison de vente m'avait ouvert quelques portes. J'ai commencé modestement en proposant mon expertise aux antiquaires du coin, à des tarifs plus abordables que les grands organismes, mais avec un sérieux qui commençait à se remarquer. Le bouche à oreille a de nouveau joué en ma faveur. Au bout de 6 mois, le tournant, un marchand rencontré à la maison de vente m'a demandé d'authentifier une collection de broches victoriennes qu'une cliente voulait faire expertiser avant la vente. Le lot représentait 3 générations. J'ai travaillé d'arrache-pied, nuits blanches à la clé, tout documenté au millimètre. J'ai repéré 2 bijoux d'une rareté exceptionnelle, pris jusque-là pour de simples copies sans valeur. La propriétaire, ravie de l'expertise, m'a non seulement réglé le montant prévu, mais elle a aussi décidé de m'accorder 10% sur la vente.
Montant de la commission, 86 000 $ d'un coup, davantage que tout ce que j'avais gagné en 2 ans. D'un seul coup, mon téléphone n'a plus arrêté de sonner. Des collectionneurs privés faisaient appel à moi pour expertiser des trésors tombés dans l'oubli, tandis que les notaires me consultaient pour traiter des successions pleines de bijoux de famille. Même mon ancienne maison de vente me confiait des missions d'authentification. Je suis à peu près sûre que Harrison, discrètement, se chargeait de faire circuler mon nom. Merci, patron. Tout a pris une autre dimension. Dès la 2e année, j'ai recruté ma première collaboratrice, Jenny, tout juste diplômée en gémologie, qui me rappelait furieusement la jeune femme que j'étais à son âge, brillante, mais dans l'ombre, donc toujours sous-estimée. Aujourd'hui, c'est elle qui dirige le service authentification et franchement, elle vaut de l'or. La société a grandi à une vitesse que je n'aurais jamais imaginée. J'ai quitté le petit appartement pour enfin m'installer dans de vrais bureaux en centre-ville. Fini l'odeur de poulet froid. J'ai monté une équipe de spécialistes. Je me suis bâti une réputation de dénicheuse de pièces rares. Vous seriez surpris du nombre de bijoux historiques qui dorment dans les greniers, pris à tort pour de la pacotille, tout en restant très discrète auprès de ma famille. Mais le succès n'est pas venu sans complications. Plus l'entreprise prenait de l'ampleur, plus il devenait difficile de cacher la vérité à mes proches. Ils étaient persuadés que je travaillais toujours dans une boutique d'antiquités. Au repas de famille, Rachel me lançait ses petites piques. « Sarah, j'ai de vieux bijoux à donner à Emmaüs. Tu crois que ta boutique serait intéressée ?» Ce matin-là, j'avais justement authentifié un œuf Fabergé estimé à 1,2 million. Oui, je regarderai. Ma mère continue à me présenter comme « mon autre fille ». Elle s'occupe de bijoux anciens, enfin quelque chose dans le genre. Au même moment, mon nom, ou plutôt celui de ma société, apparaissait dans Forbes et nous venions d'ouvrir une 3e agence. Le plus ironique dans tout ça, ce secret est devenu, au fil du temps, un jeu, une sorte de private joke rien qu'à moi. J'arrivais aux dîners familiaux en tenue soi-disant achetée vite fait chez Carrefour, en réalité un tailleur Chanel vintage. J'écoutais Rachel parler de son CDD en marketing, tout en sachant que je venais de signer un contrat qui dépasserait largement son salaire annuel. Je me surprenais même à jouer, porter des bijoux Harry Winston à table, juste pour voir si quelqu'un allait remarquer. Personne n'a jamais rien vu. Un jour, Rachel a passé 20 minutes à exhiber fièrement sa montre Michael Kors à 200 €, alors que je portais une Patek Philippe d'époque valant bien plus que sa voiture. La croissance était là. Mais le vrai casse-tête, c'était de gérer tout ça. Au bout de 5 ans, on avait des bureaux à Détroit, Chicago et New York. Et je passais plus de temps dans les avions que chez moi. Notre réputation pour la discrétion était faite. Il faut croire que beaucoup de grandes fortunes tiennent à faire authentifier leurs joyaux sans que cela s'ébruite. L'argent en jeu était immense, au point que nous avons dû constituer une solide équipe de conseillers financiers. Malgré tout, je continuais à mener une vie très en retrait de ce que j'aurais pu me permettre. Une jolie maison dans un quartier chic, mais sans tape à l'œil, une belle voiture, mais rien d'ostentatoire. Le seul endroit où je me suis vraiment fait plaisir, c'est mon bureau à la maison. Matériel d'authentification dernier cri, système de sécurité ultra performant, un coffre sur mesure qui ferait pâlir Fort Knox. Le plus drôle, c'est qu'autour de moi, on m'imaginait radine parce que j'aidais. Maman répétait « C'est mignon, Sarah donne un coup de main, mais elle doit se nourrir de nouilles instantanées pour y arriver. » Au même moment, je venais de toucher une commission sur une collection qui couvrait leur prêt immobilier plusieurs fois. Tu vois, ce qu'il y a de curieux avec la réussite, plus tu en as, plus il devient impossible de l'expliquer à ceux qui t'ont toujours vu comme inférieur. C'est comme essayer de parler couleur à quelqu'un qui n'a connu que le noir et blanc, il leur manque tout simplement le vocabulaire. À cette étape, ma société tournait à plein régime. On avait quasiment raflé le secteur haut de gamme de l'authentification de bijoux dans tout le Midwest. Notre réputation était en béton. Jeu de mots involontaire, mais j'assume. Et malgré tout, chaque dimanche, je jouais le même rôle chez mes parents, me transformant en Sarah la modeste, employée de boutique d'antiquités, alors que dans la journée, j'échangeais avec des collectionneurs de Dubaï, j'authentifiais des bijoux à 6 chiffres, et le soir, je me retrouvais simplement habillée devant le rôti trop cuit de maman, pendant que Rachel monopolisait la conversation avec ses exploits professionnels. J'ai apporté le café à mon chef sans rien renverser, je me taise. Souviens d'un dimanche précis qui m'a marqué. Je venais de conclure une opération énorme, authentifier une pièce Cartier disparue, restée 40 ans au fond d'un coffre. La commission, à 7 chiffres. J'ai filé directement chez mes parents, le sourire jusqu'aux oreilles. Ma mère, tout de suite. « Sarah, ma chérie, tu es sûre que tout va bien ? Tes vêtements font un peu fatiguer ces temps-ci. »« Oh, tu sais, j'essaie d'économiser. » Que je lance. Habillée d'un pull en cachemire à 3 000 $ qui ne payait pas de mine. Et Rachel d'enchaîner. « Tu vois, si tu avais pris un vrai boulot au lieu de t'amuser avec des trucs anciens. » Mon père ajoute « Rachel, sois gentille. Tout le monde ne peut pas réussir comme toi. » J'ai failli m'étouffer pour ne pas éclater de rire. C'est à peu près à cette période que j'ai commencé à faire des virements anonymes chaque mois sur le compte de mes parents. Tante Kelly m'avait soufflé qu'il peinait à rembourser les prêts étudiants de Rachel, en plus des frais médicaux. Ma mère avait laissé entendre qu'ils devraient peut-être vendre la maison. Impossible pour moi de laisser faire ça, c'était quand même la maison de mon enfance. Alors, chaque mois, j'ai mis en place un virement de 5 000 € en toute discrétion. Officiellement, je ne donnais qu'1 000, en prétendant vivre de riz et de haricots. Ils pensaient que le reste venait de tante Kelly ou d'un autre parent. Évidemment, Rachel s'est autoproclamée grande inspiratrice de l'élan familial. La voir claquer mon argent,
Bon, l'argent les a bien aidés, mais il a aussi changé l'ambiance. Mes parents ont commencé à me regarder avec cette drôle de tristesse mêlée de fierté un peu condescendante, comme si j'étais une héroïne désargentée, se sacrifiant pour la famille. De son côté, Rachel s'est mise à se la jouer grand luxe. Elle venait au repas avec des sacs griffés soi-disant achetés en solde, alors qu'il suffisait d'un coup d'œil pour reconnaître du vrai Gucci à des kilomètres. Elle enchaînait les voyages luxueux et se pavanait sur Instagram en affichant sa vie de rêve. Je suis à peu près certaine qu'elle profitait de mon aide pour s'offrir ses virées shopping. Pourtant, je n'ai rien dit. Il y avait là-dedans une ironie un peu savoureuse. C'était le feuilleton typique de l'école de commerce. L'année suivante, on a eu droit à une nouvelle salve de rebondissements. Rachel a soudain déclaré qu'elle voulait reprendre ses études pour décrocher un MBA, évidemment dans une autre université privée, forcément la plus cotée, réservée à l'enfant privilégié. Maman m'a appelée en larmes, m'expliquant qu'il n'allait pas pouvoir financer tout ça. J'ai suggéré, prudemment, peut-être que Rachel pourrait essayer une université publique. Il y a d'excellents cursus eux aussi. Et elle, imperturbable. Ma chérie, tu ne comprends pas. Ta sœur doit garder un certain standing. Et voilà qu'en parlant d'entraide, elle lâche. Tu pourrais augmenter un peu ta participation, au moins pour quelques années. Résultat, je me suis retrouvée à leur verser 7 000 € par mois. Pour moi, c'était une goutte d'eau, mais entendre tout le monde féliciter Rachel pour sa persévérance, tout en s'imaginant que je me nourrissais de pâtes pour l'aider, il y avait de quoi grincer des dents. Le meilleur, j'étais justement invitée à animer un séminaire dans la business school que Rachel visait, en tant qu'experte. Ma famille n'y connaissait rien. Le doyen lui-même m'avait sollicité pour intervenir sur l'authentification des articles de luxe et la croissance des entreprises. J'ai dû inventer une excuse bidon pour esquiver le repas familial ce dimanche-là. À force, mon parcours avait pris des airs de double vie. La semaine, je gérais une boîte d'authentification qui pesait des millions. Le soir, ou plutôt le dimanche soir, je redevenais Sarah, la fille décevante supposément condamnée à gérer une brocante. Et puis, le clou du spectacle, Thanksgiving. Ce secret commençait à être vraiment lourd à porter. Rachel ne se gênait pas pour multiplier les remarques désagréables sur mon « job ». Maman s'excusait presque auprès de ses amis de ma supposée petite vie tranquille, et papa me lançait encore qu'il vaudrait mieux, un jour, que je trouve du vrai boulot. J'ai toujours su, au fond, que ça finirait par exploser. Je ne m'attendais juste pas à un feu d'artifice aussi spectaculaire, et surtout pas à Thanksgiving. Tout a commencé 2 semaines avant le jour J, quand maman m'a appelée en pleurs à cause de son dos. Une hernie discale venait d'être diagnostiquée, et l'idée de préparer un dîner pour 20 personnes la dépassait complètement. J'aimerais dire que j'ai proposé mon aide par pure générosité, mais il faut avouer que je n'en pouvais plus de faire semblant d'adorer sa dinde desséchée. J'ai donc lancé « Et si je m'occupais du repas cette année, je peux faire appel à un traiteur. » Elle « Ma chérie, on n'a pas les moyens. » Moi « Ne t'inquiète pas, j'ai prévu le coup. » Elle anxieuse « Tu ne vas pas faire un crédit pour ça quand même. » Tout a été réglé avec un traiteur haut de gamme, habitué à gérer mes événements pro. Le menu était sublime, du genre à te faire oublier toute velléité de cuisine maison. Cela m'a coûté bien plus que ce que mes parents imaginaient que je gagnais en 2 mois. Mais peu importe. Le matin de Thanksgiving, j'étais plutôt détendue. J'avais mon ordinateur pour garder un œil sur une grosse vente aux enchères à Hong Kong. Un collier art nouveau exceptionnel était en lice, et une cliente attendait le résultat de la vente. Le déjeuner est arrivé pile à l'heure, sans accroc. Évidemment, Rachel n'a pas pu s'empêcher de lâcher une remarque. Farce industrielle ? Sérieusement, Sarah ? Celle de maman est 1000 fois meilleure. Facile à dire, pour celle qui a déjà déclenché l'alarme incendie, rien qu'en grillant son pain. Maman, elle, passait son temps à s'excuser auprès des invités de ne pas avoir cuisiné elle-même, même si, visiblement, tout le monde se régalait. Rachel s'est calmée après avoir goûté aux choux de Bruxelles caramélisés. Rien qu'eux dépassaient sans doute le montant hebdomadaire de ses courses. Entre le plat et le dessert, j'ai discrètement quitté la table pour vérifier la progression de l'enchère sur mon ordi. Je me suis installée dans mon ancienne chambre, restée dans son jus depuis le lycée, contrairement à celle de Rachel, qui avait eu droit à 3 refontes successives. C'est là que tout a dérapé. J'avais laissé en évidence mon logiciel d'authentification, avec tous mes onglets ouverts, affichant contrats et transactions. Rachel est entrée sans frapper, comme à son habitude, pour piquer mon chargeur. Elle a jeté un regard à l'écran et a compris qu'elle tenait enfin de quoi révéler au grand jour à quel point sa grande sœur était apparemment minable. Toute triomphante. On va bien voir ce que Sarah fabrique pendant Thanksgiving. Avant même que j'ai eu le temps de réagir, elle a attrapé l'ordinateur et filé dans la salle à manger. Et là, devant 20 convives, tantes, oncles, cousins, parents, calés après la dinde de chef étoilé et vaguement euphorique à cause d'un vin hors de prix qu'il pensait avoir acheté chez Trader Joe's, Rachel s'est lancée. Regardons un peu ce que Sarah fait d'aussi important aujourd'hui. Elle a tourné l'ordi pour que tout le monde voie, persuadée de m'humilier avec ce qu'elle prenait pour des petites ventes d'antiquités. Silence complet. On n'entendait plus que le tic-tac de l'horloge design que j'avais offerte à maman à Noël. Elle croyait que c'était une fausse. À l'écran, solde du compte, 12,4 millions de dollars. Contrat d'authentification à venir, 485 000 dollars. Dernière opération, 1,2 million. Vente aux enchères de Hong Kong. Rapport trimestriel, 4,2 millions de bénéfices. Sur le visage de Rachel, on a lu la stupéfaction, la jalousie, la panique, la colère, puis une sorte de choc mêlé de dégoût. Elle a même vacillé. Rachel a balbutié. « C'est pas possible !» Maman, inquiète. « Rachel, ma chérie, qu'est-ce qui se passe ?»
Rachel, la voix tremblante. Elle est riche. Sarah est riche. Et là, le chaos. Un silence pesant, presque gênant, et soudain maman qui éclate de rire. Mais enfin, Sarah travaille dans sa petite boutique d'antiquités. Je me suis levée calmement en lissant mon pull en cachemire, qui devait coûter plus cher que leur crédit immobilier, et j'ai répondu « Oui, maman. En fait, je possède l'une des plus grosses sociétés d'authentification de bijoux du pays. Ces années où vous avez plaisanté sur la brocante, j'authentifie des pièces qui valent des fortunes. Cette entreprise dont personne n'a jamais cherché à savoir plus, elle a des bureaux dans 3 villes. Et papa, pris de court, a failli avaler son verre de travers. Tante Kelly a laissé tomber sa fourchette, tandis qu'oncle Mike s'étouffait dans une quinte de tout. Et là, le rire de maman s'est mué en toute autre chose. Son visage est passé du rouge vif au violet. Elle s'est levée si brusquement que sa chaise s'est renversée. Maman a crié « Tu as des millions et tu nous laisses te regarder te débrouiller seule ?» Ma réponse, un brin sec. « Me débrouiller? Je vous envoie 7 000 $ tous les mois. » Et elle, furieuse. « Et tu t'assois sur une fortune alors que ta sœur croule sous les dettes d'études? Voilà pour les félicitations. Pas un « on est fiers de toi », seulement leur indignation de ne pas en profiter. Rachel s'est effondrée en larmes. Oui, qui l'aurait cru? Elle pleurait en disant qu'elle avait droit à la vérité, que j'avais trahi la famille. Papa a surenchéri. « Comment tu peux être aussi égoïste? On est tes parents, on t'a élevé. » Là, j'ai craqué. Des années à être ignorée, reléguée au rang de la déception de la famille, tout est sorti d'un coup. J'ai balancé, me dire que vous m'avez élevée, vous me déposiez chez mamie au moindre rhume, vous avez loupé toutes mes réussites, mes prix, même mes grands moments, au cas où ça aurait pu vexer Rachel. Vous n'avez jamais mis un centime de côté pour mes études, mais avez cassé la tirelire pour son école privée. Et aujourd'hui, vous m'en voulez d'avoir réussi sans vous. Les 5 minutes suivantes, ce fut de la pure folie. Maman tempêtait sur la famille. Papa rentrait dans le refrain de « Ces enfants ingrats ». Rachel alternait entre sanglots bruyants et demandes obsessionnelles sur le montant de mon compte en banque, pendant que les gens du traiteur, visiblement mal à l'aise, essayaient tant bien que mal de servir le dessert. J'ai attrapé mon ordi, mon sac Hermès, que maman s'était déjà empressée de qualifier de belle imitation, et je suis partie. Derrière moi, j'entendais déjà maman élaborer des plans sur la façon dont il faudrait utiliser mon argent entre un MBA pour Rachel et une nouvelle voiture. Sur le chemin du retour, dans ma modeste voiture, une BMW édition limitée tout de même, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Le groupe familial a littéralement explosé, et Rachel n'a pas tardé à poster sur Facebook qu'elle avait découvert la fortune cachée de sa sœur et fustigé les frères et sœurs égoïstes. Les jours qui ont suivi Thanksgiving ont eu le goût d'un ouragan à rallonge. La tempête, c'était eux, et les débris, ma santé mentale. Côté texto, en moins d'1 heure après mon départ, j'avais accumulé 47 appels manqués et plus de 200 messages. Maman a tenu son journal de bord habituel. 19h42. Comment peux-tu tourner le dos à la famille? 20h15. On doit en parler posément. 21h03. Ta sœur mérite que tu partages ta réussite. 22h30. J'ai contacté un agent immobilier pour déménager dans un quartier plus chic. 23h45. Pourquoi tu ne réponds pas? C'est ta mère. En parallèle, Rachel s'est lancée dans une croisade sur les réseaux sociaux, alignant un long manifeste sur Facebook expliquant que sa sœur multimillionnaire thésaurisait avec égoïsme, tandis que le reste de la famille tirait la langue. Évidemment, les commentaires ont fusé de partout. Cousins éloignés, anciens copains de lycée, certains que je n'avais pas revus depuis 10 ans, se sont soudain découvert une opinion très arrêtée sur ma personne. Mais le coup de massue, c'était le poste de Rachel. Toutes ces années à booster Sarah pour sa carrière, à lui conseiller de sortir de sa boutique d'antiquités minables, et voilà qu'elle cachait son pognon. Honnêtement, ces soi-disant conseils de carrière, c'était juste de me fourguer sur Etsy. Pour ceux qui ne connaissent pas l'expression, les singes volants, ce sont ces membres toxiques de la famille qui envoient d'autres exécuter la sale besogne et culpabiliser à leur place. Tante Suzanne, que je croise une fois tous les 3 ans, m'a appelée pour me rappeler que la famille, c'est sacré. Oncle Bob, qui doit toujours m'imaginer ado, a commis un roman par email sur le partage et la solidarité, et même la belle-sœur du cousin au 3e degré, inconnue au bataillon d'ailleurs, comment elle a eu mon numéro, m'a sermonné sur l'importance des valeurs familiales. Mais le summum du ridicule a été atteint quand ils ont débarqué tous les 3 au boulot. Ce fameux lundi matin, je tombe sur maman, papa et Rachel, carrément installés dans la salle d'attente, expliquant à Jenny, ma secrétaire, qu'ils avaient rendez-vous pour un service d'authentification. Rachel agrippait son sac Michael Kors comme un trésor national. La discussion a tourné à la foire d'empoigne, telle qu'on pouvait s'y attendre. Maman a balancé, on en a discuté entre nous. Ah, une discussion de famille à laquelle la principale concernée n'est même pas invitée. Elle poursuit, m'ignorant royalement, on pense qu'il serait normal que tu mettes en place des fonds pour la famille. Rachel enchérit, il me faut au moins 2 millions pour repartir à zéro. Papa se lance, et puis, ta mère et moi, on aimerait prendre notre retraite. On pense à une maison en Floride, au bord de la mer. J'ai répliqué un brin sidéré. Vous avez oublié l'info comme quoi je vous fais un virement de 7 000 $ chaque mois? Et Rachel, implacable. C'est rien du tout par rapport à ta fortune. Tu nous dois bien ça. Tu penses? Je vous dois quoi au juste? Les années où vous m'avez ignoré, les remises de diplômes zappées, les comparaisons incessantes? Maman insiste. Sarah, arrête ton cinéma. On t'a tout donné. Ma réponse, non,
Ce que j'ai aujourd'hui, je me le dois à moi-même. Et tu sais quoi? Ça suffit. Là, debout dans le hall de mon propre bureau, j'ai dégainé mon téléphone et annulé les virements mensuels, nets et sans bavure. Maman a eu l'air de recevoir une gifle, Rachel a sorti les violons. Mais voyant que je restais de marbre, elle a vite calmé le jeu. Ensuite, ils se sont mis à refuser de quitter les lieux. J'ai été obligée de faire appel à la sécurité. Voir ma mère de 60 ans se faire raccompagner dehors, braillant sur l'ingratitude de ses enfants, c'était digne d'un film. Jenny m'a demandé si je voulais porter plainte. J'ai refusé, mais j'ai tout de même demandé qu'on inscrive leur nom sur la liste noire de l'immeuble. Après ça, le harcèlement a continué pendant des semaines. Nouveau numéro, fausses adresses mail, ils ont même tenté de me joindre par le service client de ma société. Au bout d'un moment, j'ai dû leur envoyer une mise en demeure officielle pour leur signifier qu'ils risquaient des poursuites pour harcèlement. Maman a alors tenté sa dernière carte. Elle a appelé Mamie Marie. Sauf que Mamie Marie, elle, n'est pas née de la dernière pluie. Sa réaction? Bravo, Sarah. Il était temps que quelqu'un de la famille s'en sorte par ses propres moyens. Après ça, maman a boudé mamie pendant 2 mois. Aujourd'hui, ça fait 6 mois que Thanksgiving est passé. J'ai déménagé, j'ai investi dans une maison enfin sécurisée et changé tous mes numéros. Et l'entreprise, elle n'a jamais aussi bien tourné. Au bout du compte, mes histoires de famille m'ont ouvert les portes de clients prestigieux qui ont su apprécier ma discrétion. Rachel, de son côté, n'arrête pas de poster des messages à peine voilés sur les méfaits de la richesse et la trahison familiale. Aux dernières nouvelles, elle monte sa propre agence d'authentification de bijoux. Je lui souhaite bonne chance. Vraiment. Quant à mes parents, ils ont arrêté de tenter de me joindre dès que leur avocat a reçu un courrier bien clair sur les risques à me harceler. Depuis, ils racontent partout qu'ils n'ont jamais voulu mon argent et qu'ils priment pour moi, comme si tout venait de là. Mais le meilleur dans tout ça, pour la première fois, je me sens vraiment libre. Terminé. Ces déjeuners du dimanche truffés de petites remarques acides. Terminé. Le fait de rabaisser mes réussites pour ménager leur ego. Terminé. Le festival Rachel à mes frais. Ma psy dit que j'instaure enfin de vraies limites saines. Pour moi, je dirais surtout que je commence à vivre pour de bon, sans masque. Voilà, vous savez tout. Reddit, merci de m'avoir offert l'espace pour le raconter. Petite dédicace à l'équipe traiteur qui m'a envoyé une carte de Noël en me confiant que le repas de Thanksgiving avait été leur moment fort de l'année. Pour répondre aux questions qui reviennent souvent, oui, je continue de voir ma thérapeute. Non, je ne regrette absolument pas d'avoir coupé les ponts. Et oui, Mamie Marie va très bien. Elle vient me rendre visite le mois prochain pour m'aider à trier une nouvelle collection. Un mot pour finir. Rachel, je sais que tu vas forcément tomber dessus. Tu vois le bracelet Cartier sur ta dernière photo Insta? Franchement, c'est une contrefaçon flagrante. Je dis ça, je dis rien. Merci de m'avoir lu. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires vraies qui secouent cette chaîne.